Chers étudiants, bonjour. Je vais aborder dans cette vidéo la méthodologie de rédaction de mémoire, la méthodologie de rédaction d'un rapport de stage ou d'une thèse. Je vais m'attarder trop sur le rapport de stage et sur la mémoire, étant donné que la majorité des étudiants sont appelés à rédiger un mémoire à la fin de leur cursus d'études, soit des TS, des bachelors ou des masters. En parallèle, je vais aussi développer des démarches à suivre pour finaliser, pour rédiger un commentaire, une recommandation, une analyse, une synthèse et une conclusion. Donc, ma démarche d'intervention est répartie en deux parties. La première partie sera consacrée au rapport de stage, au mémoire, et la deuxième partie, on va aller un petit peu en détail pour reprendre les démarches ou les méthodologies de rédaction des commentaires, des analyses et des recommandations, des synthèses et des introductions. Donc, on va commencer par, premièrement, chaque rédaction, chaque article, chaque rédaction, chaque mémoire, chaque rapport de stage, chaque thèse est composé des parties suivantes. Premièrement, bien sûr, la page de garde, les remerciements, les dédicaces, la liste des tableaux, la liste des graphiques, la liste des abréviations, etc. Et puis, on trouve l'introduction. L'introduction, c'est la partie la plus importante dans un travail de mémoire ou de thèse, ou d'un rapport de recherche, ou d'un article. Donc, toute publication comprend une introduction, une partie théorique et une partie pratique. Dans la thèse, la particularité d'une thèse par rapport à un mémoire ou un rapport de stage, c'est que c'est difficile de mettre la main sur la différence, sur le passage entre la partie pratique, la partie théorique et la partie pratique. Dans le rapport de stage, on ne trouve pas d'une partie théorique, on s'intéresse seulement à la partie pratique. Dans un mémoire de bachelor, dans un mémoire de licence, dans un mémoire de master ou d'un MBA, on met l'accent surtout dans les cursus, donc dans les cursus exécutifs. Dans les cursus exécutifs, on met beaucoup d'importance par rapport à la partie pratique, parce que c'est des mémoires qui sont liées à l'exécutivité dans l'organisation, dans l'entreprise, et on est appelé à produire des recommandations pour pouvoir améliorer la situation de management dans ces organisations. Alors, je récapitule que les parties d'un mémoire ou d'une thèse ou d'un rapport de stage sont constituées de trois parties: l'introduction, la partie théorique et la partie pratique. La particularité du synthèse, c'est qu'on arrive difficilement, il y a un passage douce, si on peut l'appeler, il y a un passage douce entre la partie théorique et la partie pratique. Dans un rapport de stage, on ne trouve pas assez de théorie. Ce qui intéresse dans ces particularités, c'est la partie, dans ce type de rédaction, c'est la partie pratique. Maintenant, c'est-à-dire quels sont les éléments de base de ces parties. Donc, de ces parties, l'introduction, la partie théorique et la partie pratique. Je vais développer surtout donc l'introduction. L'introduction, il est composé de 3 ou 4 parties. La première partie, c'est d'exposer ou de contextualiser le sujet de recherche. Le sujet de recherche, on est appelé à présenter le sujet de recherche dans ce contexte actuel. C'est-à-dire qu'on va prendre 2 ou 3 lignes, pas plus. Juste après, on présente la percée, la profondeur historique du thème de recherche. Donc, on prend tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été publié par rapport à ce thème. Donc, on va prendre les 5 ou les dernières années. La partie suivante, c'est l'exposé de la problématique. Généralement, dans un travail de recherche de mémoire, de thèse,
on est appelé à répondre premièrement à formuler une problématique, ce qui est important, et en second lieu donc à formuler une problématique. C'est-à-dire dans la problématique on peut trouver plusieurs méthodes de rédaction, de formulation de la problématique. Il y a des méthodes de formulation de problématiques simples, comme il y a d'autres méthodes de formulation des problématiques complexes ou composées. Pour pouvoir, la démarche à suivre pour formuler une problématique, c'est de faire parler le problème. C'est-à-dire on fait appel à l'étudiant ou à un consultant pour développer un thème, c'est par rapport à une problématique dans l'organisation, dans l'entreprise. Je vais ouvrir ici un guillemot pour dire que je vais intéresser plus au management des entreprises ou au management des organisations. Alors, donc on fait appel à l'étudiant, c'est-à-dire qu'on considère comme consultant dans sa spécialité pour développer, pour mettre la main sur la problématique réelle, parce qu'il y a un problème quelque part, il y a un problème de non-respect des délais, il y a un problème de non-atteinte des objectifs, il y a un problème de recrutement, il y a un problème de compétences, il y a un problème de rédaction des documents de management, etc. Donc, on fait appel à cet étudiant ou au consultant pour qu'il, premièrement, nous construise cette problématique. À la construire. Alors, pour construire la problématique, on fait parler le problème. On peut prendre un exemple. Si on a un problème de retard des salariés, chaque fois on remarque un retard important, c'est-à-dire on doit essayer de faire parler ce problème, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de ce problème. Donc, parmi l'une on va essayer de construire une problématique autour de retard des salariés pour accéder à leur poste de travail. Par exemple, les salaires ne sont pas, les pointages des salariés n'est pas à jour, n'est pas disponible au service concerné à jour. L'entreprise arrive difficilement à honorer ses engagements. L'entreprise arrive difficilement à réaliser ses objectifs, etc., etc. Donc, une fois qu'on a fait parler le problème, c'est-à-dire les conséquences de ce problème, on va essayer de les classer selon la méthode des 7 Q, donc quoi, comment, où, combien, pourquoi et où. C'est-à-dire on va reprendre le schéma de telle manière que une fois qu'on a fait parler le problème, c'est-à-dire les conséquences de ce problème, on va les lister. Et donc il peut y avoir une dizaine ou une quinzaine de causes. Et on va faire une autre configuration, une autre intervention par rapport à ces éléments pour qu'elle soit, que chaque constatation du problème soit une réponse à la question posée par l'une des questions posées en utilisant les 7 quantificateurs. Donc, par exemple, si on va prendre quoi, alors ce qui peut être comme une réponse à quoi, le personnel, donc le personnel arrive en retard à l'entreprise, donc on peut dire pourquoi les salaires ne sont pas réalisés à temps. Pourquoi les salaires ne sont pas arrivés à temps? Parce que les employés ou les salariés arrivent toujours en retard, donc ils n'ont pas le temps suffisant pour établir tout le management des salaires, etc. Alors à ce moment-là, on peut poser la problématique suivante. Donc, pourquoi alors les salaires, le retard est-il une cause pour le retard dans l'établissement des salaires, et ainsi de suite. Donc, plus tard, je vais faire une vidéo par rapport à la construction de la problématique. Donc, une fois la problématique construite,
on va proposer une démarche. Quelle est la démarche pratique qu'on doit suivre pour pouvoir répondre à cette problématique? On doit la présenter dans la partie introduction. Donc, je vais récapituler. Alors, l'introduction, elle est composée des parties suivantes. Premièrement, on doit contextualiser le sujet de la recherche, soit c'est un travail de mémoire ou de recherche. Deuxièmement, on doit exposer la percée historique selon tout ce qui a été dit ou tout ce qui a été écrit par rapport à ce sujet. Donc, on va prendre les 5 ou les 10 dernières années. Dans la partie suivante, on va essayer de formuler la problématique, comme je viens de le citer auparavant. Une fois la problématique exprimée, on doit dire comment faire pour pouvoir répondre à cette problématique. Est-ce que c'est une exploitation des données de l'entreprise? Est-ce qu'on doit faire une étude de marketing, un questionnaire? On doit interviewer tous les cadres de l'entreprise, etc. Une fois qu'on a présenté la démarche pratique qui va nous permettre de répondre à la problématique, on va passer au plan. C'est-à-dire quel est le plan à suivre, quel est le plan de rédaction de cette mémoire. Ce plan-là peut être, par exemple, il est composé de 2 parties. Une partie théorique composée des chapitres organisation de l'entreprise, organisation de la partie de la direction du service de ressources humaines, etc. D'une deuxième partie, c'est la partie pratique. La partie pratique, il est composé aussi de plusieurs parties. Je vais venir plus tard. Là, donc, on a dit qu'il est composé de 3 parties, un travail de mémoire, l'introduction, la partie théorique, la partie pratique. La partie théorique, il sert à développer les différents concepts, un développement théorique, et définir donc la définition, mettre la définition, et pourquoi pas aller un petit peu au-delà de la définition par rapport à cette thématique de recherche. Une fois, donc, celle-là, c'est la partie théorique, on va passer à la partie pratique. La partie pratique, elle est importante parce que c'est là où on va trouver la valeur ajoutée de l'étudiant. Généralement, la partie pratique, elle est composée de la manière suivante. Premièrement, on présente la démarche, l'organisme de recherche ou de pratique. C'est-à-dire l'organisme où on va faire notre stage pratique. Une fois qu'on a présenté l'organisme de stage, ce qu'on appelle l'organisme de stage, on va mettre un petit paragraphe concernant l'état de performance, l'état de performance de cette organisation. Si c'est une entreprise, donc on va parler un petit peu par rapport au niveau de performance de cette entreprise, la réalisation des objectifs, la compétence des différentes directions centrales, etc., etc. S'il s'agit donc, une fois qu'on a ce paragraphe, ce commentaire de performance doit aboutir ou faire ressortir la problématique qu'on a construit dans l'introduction. Donc, on commence à rédiger par rapport à la performance dans cette entreprise, dans cette organisation. À la fin, on doit ressortir la problématique qui a été exposée dans l'introduction. C'est pour ça, pour qu'il soit assez articulé. Donc, l'étape suivante, une fois qu'on a présenté l'état de performance de l'entreprise, on doit développer davantage la démarche pratique, parce que dans l'introduction n'a pas été assez développée. Alors, dans la partie pratique, on va la développer convenablement. Une fois, donc on va développer dans les détails ce qu'on va faire, parce que celui qui va lire votre mémoire, il doit comprendre ce que vous allez faire. L'étape suivante, c'est la matérialisation de cette étape dans la pratique. Donc il faut présenter les développements, la mise en terrain. C'est des interviews, il faut présenter les interviews, le questionnaire, c'est d'une fouille de données, présenter les données, la manière comment se fait la fouille des données, etc. etc. Et généralement, cette partie est composée de parties. Parce que dans le mémoire ou dans la partie pratique,
on va étudier des thématiques, c'est-à-dire quel que soit le niveau, l'objet de l'étude, c'est des thématiques liées aux ressources, soit liées aux ressources, soit aux procédures, soit à l'organisation. Alors, par rapport à ces trois éléments, on va voir soit des graphiques ou des tableaux. Des graphiques, des histogrammes ou des tableaux. Et à chaque graphique, chaque tableau, chaque histogramme, on va lui associer trois éléments. Le commentaire, l'analyse et les recommandations. C'est quoi le commentaire? C'est quoi l'analyse? C'est quoi le commentaire? C'est de dire ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de constater. Par exemple, on peut avoir un graphique. On peut avoir un graphique croissant. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce phénomène représente un graphique croissant. C'est le commentaire. Donc, on commente. Dans un second temps, on va analyser pourquoi c'est un graphique croissant. Ça peut être décroissant. Pourquoi un graphique décroissant? Pourquoi des histogrammes d'une valeur positive? Pourquoi un histogramme d'une valeur négative? Et ainsi de suite. Donc, premièrement, on commente. Deuxièmement, on analyse. Et troisièmement, on revendique. Plutôt, on recommande. Donc, à chaque graphique, à chaque tableau de données, on a trois parties. Donc, généralement, ça se fait comme ça. Un commentaire, une analyse et une recommandation. Un commentaire sert à restituer le graphique, le tableau, l'histogramme, la courbe, la conjoncture vue, présentée. Donc, on ne va rien ramener de chez nous. C'est-à-dire, on restitue seulement ce qui est restitué par rapport à notre stage pratique, ou à notre cas pratique, ou à notre étude. C'est le commentaire. L'analyse, on va dire pourquoi. C'est-à-dire pourquoi il y a ça. Donc, il y a une croissance. Pourquoi une croissance? Normalement, ce n'est pas une croissance. Pourquoi normalement ce n'est pas une croissance? C'est par rapport à notre compréhension du sujet. C'est normalement la manne pétrolière doit faire développement de l'Algérie, mais finalement c'est pas ça. Il faut dire que finalement la manne pétrolière de l'Algérie n'a pas pu provoquer un développement. Et donc, dans les recommandations, il faut dire pourquoi. Donc, dans les trois cas, alors que le commentaire, on restitue la réalité. Dans l'analyse, on va dire le pourquoi de la chose. Et troisième cas, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la manne pétrolière provoque le développement économique de l'Algérie. Donc, j'ai pris un exemple comme ça au pif. Donc, si on est à étudier 3 ou 4 cas à la fois, on aura 3 ou 4 cas de commentaires, on aura 3 ou 4 cas d'analyse, on aura 3 ou 4 cas de recommandations. Alors, la deuxième partie, c'est ça, c'est la partie pratique. Maintenant, à la fin, donc on a l'introduction, la partie théorique, la partie pratique. Maintenant, c'est les recommandations. On va regrouper les recommandations, on va les mettre dans un fichier seul. Donc, un fichier qui s'appelle un fichier recommandation. Donc, c'est un fichier, on va reprendre toutes les recommandations, on va les mettre dans les fichiers recommandations, plutôt dans le chapitre recommandations. C'est un chapitre seul. Juste après, c'est la conclusion. La conclusion, donc on va prendre le fichier recommandation, on va le mettre dans la conclusion, on va rajouter quelque chose. On peut rajouter, premièrement, ce qui est important,
on va pas détailler au détail, on va pas mettre les détails de la partie pratique dans la conclusion, mais on va mettre le contexte de recherche. Pourquoi le choix de thème? Et puis en bas, c'est les recommandations. Donc le choix, le thème, c'est la démarche, sans mettre les détails et les recommandations. Les recommandations sont importantes. Pourquoi important? Parce que c'est la valeur étudiée, la valeur ajoutée de l'étudiant. Et à la fin, on peut trouver donc soit la bibliographie ou la table de matière, si n'a pas été inséré au début. Généralement, c'est ça, c'est le plan d'un travail de mémoire, soit de TS ou de bachelor ou de master. Pour une thèse de doctorat, c'est autre chose. C'est-à-dire la thèse de doctorat, donc vous voyez facilement qu'il y a une certaine séparation entre la partie théorique et la partie pratique. Dans la thèse, il est difficile de trouver cette séparation. Il y a une complémentarité. Donc en thèse, il n'y a pas de partie pratique. Il y a une complémentarité entre la partie théorique et la partie pratique. Et en plus, il y a le volume de travail. Le doctorat, il est important par rapport au DBA et par rapport au master ou par rapport au bachelor. La différence entre le bachelor et le MBA et la licence et le master, c'est-à-dire on peut les séparer, donc le bachelor et le MBA, ils sont classés dans une famille, et la licence et le master, ils sont classés dans une autre famille. Le bachelor et le MBA, c'est des diplômes exécutifs, c'est des diplômes exécutifs, et la licence et le master, c'est des diplômes académiques. La différence entre les deux, vous savez pertinemment que maintenant, ce qui fait valoriser les entreprises et les organisations professionnelles, ce n'est pas les diplômes académiques, c'est les diplômes exécutifs. Maintenant, on fait moins de recherche académique, étant donné que les connaissances académiques, généralement, ils sont la période de leur variabilité, c'est 10 ans, 15 ans. Par contre, les connaissances exécutives, ils sont variables. C'est-à-dire, dans l'année, on peut avoir plusieurs découvertes, plusieurs inventions liées à l'utilisation exécutive dans l'organisation, dans l'entreprise. Ce qui leur donne, ce qui fait leur importance dans la performance ou dans le montage ou dans l'organisation, dans la construction de la performance dans une organisation, quelle que soit la gestion territoriale, professionnelle, sociale, etc. Les diplômes académiques qui sont moins valorisants actuellement. C'est ce qui fait la force des multinationales et des gouvernements et des pays. Ce n'est pas les diplômes académiques, c'est vérifié partout. C'est les diplômes exécutifs, qu'on le veuille ou non, c'est les diplômes exécutifs, c'est les bachelors, c'est les DBA, c'est les MBA qui font la force des organisations professionnelles, politiques, économiques, etc., etc. Donc, c'est pas étonnant que lorsqu'une organisation arrive difficilement à produire de la performance, il faut essayer de voir quel type de compétences qui les composent. C'est très facile de voir ça. Donc revenons à notre plan de mémoire. Alors, je fais toujours une petite récap. Alors, là, il est composé de 3 parties. Il y a l'introduction, il y a la partie théorique et la partie pratique. L'introduction est composée de présentation du thème, percée historique du thème, présentation de la problématique, démarche pratique et le plan. La partie théorique, il développe les thèmes et les concepts de mémoire, et la partie pratique utilise les concepts théoriques développés dans l'entreprise, dans l'organisation, pour qu'ils puissent formuler des recommandations et pour améliorer la situation ou le management de performance, pour améliorer son management pour produire plus de performance.
Pour ajouter que généralement, la problématique qui est la cause de ne pas pouvoir avoir la performance dans l'organisation, c'est la coordination. On arrive difficilement, rarement qu'on trouve une organisation qui arrive à formuler de la recommandation, à construire de la coordination en son sein. Le chapitre recommandation, il est important. Il est constitué de différentes parties recommandations qui sont formulées dans la partie pratique. La partie conclusion, il reprend la partie recommandation et donc on contextualise ces recommandations par rapport à l'objet de recherche, par rapport à la démarche utilisée et par rapport aux recommandations. C'est là concernant la partie, un travail de recherche, de rédaction de mémoire ou de thèse. Maintenant, on va aller un petit peu en détail par rapport à la rédaction des commentaires et donc des commentaires, des synthèses et des conclusions. Ces thèmes-là sont surtout sollicités dans les rapports de gestion dans une organisation, un cadre. Dans une organisation, dans une entreprise, elle est tout le temps appelée à rédiger des rapports. Et dans ces rapports, on doit obligatoirement insérer des commentaires et des conclusions et des synthèses. Maintenant, quelle est la différence entre un commentaire, une conclusion et une synthèse? Un commentaire restitue un événement. Un commentaire restitue le déroulement, la manière avec laquelle se déroule un événement dans l'organisation. Donc, je vais mettre un exemple. Par exemple, la consommation du budget ou le déroulement d'un processus de recrutement, l'utilisation le calcul des coûts pour améliorer la performance par la structure de contrôle de gestion, tout ça c'est des actions de déroulement de l'entreprise. Donc un phénomène qui restitue ces trois exemples, on va le commenter. Donc un commentaire sert à restituer le déroulement de ces exemples dans l'organisation. Maintenant, c'est quoi une conclusion? La conclusion, c'est l'occasion, c'est des paragraphes, 3 ou 4 paragraphes, une demi-page, qui restitue un travail de recherche. Un travail de recherche, c'est un ensemble de pages, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine. Donc, la conclusion, il restitue ce travail dans ces parties recommandations, contextualisation de ce travail. Donc, c'est quoi contextualiser et recommander? Premièrement, contextualiser, c'est de présenter le thème, présenter un paragraphe, le déroulement de la partie pratique qui nous a permis de formuler des recommandations et les recommandations à la fin. Généralement, c'est ça ce qu'on appelle une conclusion. La conclusion, je rappelle, elle est constituée de quoi? C'est la présentation de thèmes de recherche ou de développement, la démarche utilisée, le style utilisé, le plan utilisé, et les recommandations. On ne cite pas le détail de développement de la partie pratique dans le commentaire. La différence entre la synthèse et la conclusion, la différence c'est de faire une projection des recommandations par rapport à l'environnement de l'objet étudié. Donc on utilise la finance de l'entreprise. On doit pouvoir, dans la synthèse, on doit pouvoir donner notre avis, dire que la finance de l'entreprise est bonne ou mauvaise, c'est-à-dire il est arrivé à financer le déroulement d'un projet, à améliorer la profitabilité d'un projet, à améliorer le cash flow, et ainsi de suite. Donc la synthèse va au-delà de la conclusion, en mettant les recommandations dans leur contexte. Donc, si c'était des recommandations financières, on doit les mettre dans un contexte financier. Si c'est des recommandations en ressources humaines, on doit les mettre dans un contexte de ressources humaines pour dire est-ce que réellement c'est ça ce qui doit être ou pas. Donc, généralement, c'est ça la synthèse. Il est plus important, bien sûr, par rapport à la conclusion parce qu'il contient
il contient aussi la conclusion et la contextualisation de la conclusion par rapport à son environnement. Maintenant ça concerne donc un travail de mémoire ou un rapport. Sachant que la conclusion, on peut la trouver dans un travail professionnel comme on peut la trouver dans un travail de mémoire. La même chose, c'est la même démarche suivie lorsqu'on rédige une conclusion dans un travail de mémoire, de bachelor ou de master, donc d'une licence ou d'un master, donc, ou dans un article, dans un rapport plutôt, ou dans un rapport de management de l'entreprise ou de l'organisation. C'est la même chose parce que le premier boss de l'entreprise, généralement, il n'a pas le temps de relire tout le programme, tout le rapport que vous lui avez remis. Donc, il va s'attabler généralement par rapport à la synthèse ou à la conclusion. Ce que je voulais dire que je l'ai oublié par rapport au travail de mémoire, donc une thèse. Généralement, donc l'introduction, c'est votre avant-projet. Ce que vous allez remettre à votre encadreur, c'est l'introduction. Donc, il faut mettre beaucoup d'importance par rapport à ce document. Généralement, son volume, c'est entre 5 à 6 ou 8 pages. Et il peut prendre l'importance s'il s'agit d'une thèse. Alors, ce que vous allez mettre à votre encadreur, c'est l'introduction. C'est votre avant-projet de thèse ou de mémoire. On vous évalue par rapport à ce document. Maintenant, un mémoire s'écrit de gauche à droite, mais son évaluation, c'est de gauche à droite. Généralement, on commence à évaluer le travail d'un mémoire de gauche à droite. On va aller directement aux recommandations. Si on arrive à avoir une certaine satisfaction par rapport aux recommandations, on va se poser l'action pour dire que, attendez, on va voir comment il a fait cet étudiant pour qu'il puisse formuler ce type de recommandation. On va faire le travail inverse. On peut refuser un mémoire par rapport à sa qualité de recommandation. Donc, ce que je souhaite, ce que je préconise à nos étudiants, c'est de mettre des quantificateurs dans leurs recommandations. C'est quoi une recommandation? Donc, si vous allez recommander à des améliorations du service accueil dans une entreprise, vous n'allez pas dire qu'il faut améliorer le travail du service accueil de l'entreprise. Non, c'est pas ça. Il faut dire que voilà, il faut former le personnel de l'accueil de l'entreprise aux techniques d'accueil, aux techniques de réception, comment maîtriser aux techniques aussi de langage ou de communication verbale, etc. Donc c'est ça ce que vous devez formuler dans le recours. Il faut mettre les quantificateurs formés, donc le personnel d'accueil aux techniques de communication pour une durée de 3 heures par rapport au chapitre posture d'accueil, etc. Alors, c'est ça ce qu'on appelle une bonne recommandation ou une recommandation efficace ou succincte. Donc, j'espère que j'ai fait le tour de ces 3 documents. La différence entre un travail de recherche, donc un mémoire de master, d'MBA ou de master, ou un rapport de stage. Merci de votre écoute. On se verra une autre fois. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.